Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a eu la sortie des Ryzen 9000 et il y a des choses à dire. On a aussi vu le fameux microcode Intel censé diminuer les problèmes d'instabilité des générations 13 et 14 sortir et on va aller voir ça. Et aussi quelques autres petites news juste après le petit sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors on commence avec le gros morceau, la sortie des Ryzen 9000. Bon, on peut pas dire que ça casse la baraque, et les résultats sont quand même vraiment mitigés. Personnellement, moi j'attends de recevoir un 9600X pour pouvoir le tester et voir un petit peu comment ça se comporte, puisque bon, c'est bien de voir les tests à droite à gauche, mais pouvoir les tester, c'est mieux que de juste commenter. Mais bon, on peut déjà se faire un premier avis avec les tests qui sont déjà sortis. Alors, pour moi, déjà un des gros problèmes, c'est que les chiffres qu'AMD nous avait communiqués le mois dernier, au final, sont totalement pipeaux. Déjà, quand j'en avais parlé il y a quelques vidéos, je les trouvais quand même assez incohérents, mais clairement, c'est pas du tout représentatif de la réalité. Et c'est même pire que ce que je pensais. Puisque si on prend le slide qu'on voit ici, qui comparait le 9700X au 14700K, AMD avait indiqué par exemple 12% de performance en plus sur Cyberpunk 2077 pour le 9700X, par rapport au 14700K. Puisque si on prend un test, par exemple celui de chez Hardware Unboxed, ou n'importe lequel, j'ai vu aucun test où le 9700X arrive devant le 14700K sur Cyberpunk. Enfin, AMD avait indiqué 12% de mieux pour le 9700X. Très clairement, ici, c'est le 14700K qui est au-dessus d'environ 5-6%. Sur Hitman 3, c'est pareil, AMD avait annoncé 6% de mieux, mais il me semble qu'on a plus de 10% pour le 14700K dans la plupart des tests que j'ai vus, donc très clairement, au niveau des chiffres, ça va pas du tout. Et globalement, pour les chiffres du 9600X qui était ici comparé au 14600K, c'est tout aussi incohérent, c'est totalement fantaisiste. Je sais vraiment pas comment ils ont réussi à produire ce type de résultat, mais clairement, ça tient pas debout. Et franchement, je trouve qu'en ce moment, les chiffres en provenance d'AMD sont vraiment mauvais. Au niveau des présentations marketing, je trouve que c'est une catastrophe. Enfin, entre ici, les performances qui sont clairement pas ce qu'elles sont vraiment, et le slide qu'on voit ici où AMD présentait le 5900 XT en face d'un 13700K en disant que les performances étaient les mêmes, mais pour arriver à ce résultat, et comparer les performances avec une RX 6600 au niveau de la carte graphique, enfin, faut quand même arrêter de prendre les gens pour des idiots. On sait tous que les vrais chiffres arriveront dans les tests, donc produire ce genre de slide quelques semaines avant la sortie, ça sert à rien, c'est complètement idiot. Ça tient pas debout, je comprends vraiment pas quoi. Mais bon, en dehors de ça, si on prend les benches en provenance de chez Hardware Unboxed, là on prend la moyenne directement, je vous invite à aller voir les résultats en détail si ça vous intéresse un petit peu plus. En gaming, c'est ce qui nous intéresse le plus sur la chaîne. On peut voir que clairement, que ce soit le 9700X ou le 9600X, c'est clairement décevant. On est en dessous des 5% d'écart avec la génération précédente. Alors après, ça variera selon les tests. Il y a certains sites, certaines chaînes YouTube qui ont des résultats un petit peu meilleurs, certains un petit peu en dessous. Bon, dans l'ensemble, je dirais que c'est grosso modo 5% de mieux vis-à-vis de Zen 4 en gaming sur la fourchette haute au niveau des moyennes. Donc autant dire que c'est une différence totalement imperceptible à l'usage, 5% c'est vraiment ridicule. Et encore une fois, AMD avait annoncé que le 9700X serait assez proche du 7800 Extra-D. Clairement, comme on peut le voir ici, c'est clairement pas le cas non plus, puisqu'en moyenne, le 7800 Extra-D reste plus de 15% performant. Et en applicatif, alors il y a du bon et du moins bon, mais rien de révolutionnaire non plus dans les applications grand public, on va dire. Il y a même des applis comme 7zip par exemple, où le 9600X fait moins bien que le 7600X. Même si dans les applicatifs en règle générale, les applis grand public, tout ce qui est encodage, Blender et compagnie, Zen 5 fait légèrement mieux que Zen 4.
Par contre, si on prend les résultats sur des benchmarks Linux, par exemple chez Phoronix, il y a des applications où Zen 5 est vraiment hyper impressionnant, comme sur TensorFlow par exemple, où le 9700X arrive devant le 7950X. Il me semble que sur Viré, les performances étaient vraiment plutôt bonnes aussi. Dans les résultats HPC, database et tout ça, il y a aussi des vraiment très jolis scores, hein. Donc bon, en partie, c'est dû à la VX 512 qui est un genre d'instruction qui permet de gagner grandement en performance par rapport à Zen 4 sur certaines tâches, et il y a aussi des améliorations au niveau de l'architecture qui aident beaucoup sur certaines applications. Donc bon, d'un pur point de vue performance, selon l'usage qu'on en fait, Zen 5 peut être très bon, surtout côté serveur, dans des applis bien spécifiques, mais c'est vrai que pour les applis grand public ou pour le gaming, c'est vrai que jusqu'ici on est vraiment à peine mieux que ce que proposait Zen 4. Et c'est assez logique quelque part, hein. Enfin, AMD ou même Intel, hein, ils développent leur matériel, leur architecture, majoritairement pour les clients côté serveur. Que les processeurs soient bons aussi en gaming, c'est un petit peu un bonus sympathique, mais c'est pas le but principal pour les différentes architectures. C'est juste que souvent, quand on augmente les perfs dans un secteur, le reste suit également plus ou moins bien. Pareil pour le X3D, à la base, hein, c'était développé pour certaines applications pro bien spécifiques. Le fait que ça aide grandement les Ryzen en jeu, c'était un bénéfice annexe qui s'est montré hyper positif pour AMD, mais c'était pas le but premier du 3D V-Cache. On va dire que c'était une application secondaire qui s'est avérée très payante pour le gaming. Bon bref, Zen 5 pour le grand public, tant que les jeux ou applis ne tireront pas parti de la VX 512 par exemple, ou des quelques améliorations de l'architecture, c'est clairement pas... Enfin, c'est pas une bouse d'un pur point de vue performance, mais ça changera pas la donne vis-à-vis de Zen 4, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. On reste dans le même niveau de performance dans l'ensemble. Pour les pros par contre, je me fais pas trop de soucis, je pense que les futurs processeurs EPYC de chez AMD feront un carton côté serveur, et c'est le but pour AMD, c'est là qu'ils se font plus d'argent, c'est clairement le public visé pour leur nouveau processeur. Alors après, en dehors des performances, je dirais le gros point mis en avant par pas mal de tests pour Zen 5, c'était l'amélioration de l'efficacité énergétique de la nouvelle architecture. Personnellement, je trouve que l'argument est quand même assez surfait, puisque bon, souvenez-vous, un des plus gros reproches qui avait été fait au Ryzen 7000, au moment de leur sortie, c'est qu'ils étaient poussés trop loin. On avait une consommation beaucoup trop élevée, des températures très hautes, puisque le Ryzen 7000X montait à 95 degrés en charge très facilement, très rapidement, et même si c'était le comportement normal des processeurs selon AMD, c'était pas ce qu'il y avait de plus plaisant. Et on avait vite vu que passer les Ryzen 7000X en mode éco, ça faisait perdre quasiment rien en performance, mais ça baissait beaucoup la consommation et la chauffe. Et on l'a vu encore plus avec l'arrivée des processeurs non X, la gamme 65 watts, avec les 7900, 7700 et 7600 non X, qui étaient que quelques pourcents en dessous des versions X au niveau des performances, mais ils étaient moins chers, moins de consommation, moins de chauffe, et ils avaient un système de refroidissement inclus. Donc oui, comme on le voit ici, si on compare le 9700X et 9600X avec les 7700X et 7600X, très clairement, on se dit que l'efficacité énergétique est meilleure, puisque le 9700X fait mieux tout en consommant 40 watts de moins que le 7700X. Sauf que si on compare le 9700X au 7700 non X, qui est juste au-dessus, alors oui, à consommation équivalente, le 9700X est plus performant, mais c'est qu'une amélioration, je dirais, de 7% au niveau de l'efficacité énergétique, puisqu'ils sont quasiment au même niveau de consommation, c'est juste que le 9700X est légèrement plus performant. Et si on pousse la consommation du 9700X avec le PBO, en augmentant les fréquences et tout ça, alors oui, on passe au-dessus du 7700X au niveau des performances, mais on voit que ça fait aussi exploser la consommation, puisqu'on passe de 208 watts de conso avec 1201 points à 277 watts de conso pour 1311 points, donc on perd clairement au niveau de l'efficacité énergétique. Mais bon, ça, je dirais, c'est dans le meilleur des cas, en multicore, quand les processeurs tournent à fond de balle. Par contre, on voit qu'ici en gaming, par exemple, si on regarde la consommation, c'est pas particulièrement mieux que la génération 7000. On est quasiment exactement dans les mêmes eaux. C'est assez logique, En gaming, la Ryzen 7000 était déjà plutôt bon point de vue efficacité énergétique. Là, les Ryzen 9000... quasiment exactement pareil. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Tout simplement parce que le process de fabrication utilisé pour Zen 5, c'est juste une évolution du 5N qui a été utilisé pour Zen 4. En plus de ça, l'IO-Die qui est utilisé, c'est exactement le même que pour Zen 4. Et en dehors des améliorations de l'architecture, le process permet pas de gagner énormément sur cette nouvelle génération. Ça aurait été différent si AMD avait pu passer sur le 3N de chez TSMC, mais c'est pas encore le cas. Et donc quand on change de process de fabrication, comme ici c'est un dérivé on va dire du 5N, le gain est assez modéré. Et après, je dirais le jeu pour AMD par exemple, c'est
de jongler entre les améliorations d'efficacité énergétique permises par le nouveau process et l'augmentation de performance. Bon bah ici, grosso modo, on semble avoir gagné 5% de mieux au niveau des performances, en jeu par exemple, et 5% d'efficacité énergétique. Zen, 5%. Alors on entend aussi beaucoup dire qu'AMD aurait laissé des performances sur la table avec ce slide en provenance de chez Derbauer. Alors effectivement, sur Cinebench, si on pousse le 9700X avec le PBO, on peut gagner 21% au niveau des performances, ce qui est quand même beaucoup. Mais ça, c'est au prix de 88% de consommation en plus. Malgré tout, ça reste quand même un gain plus important que ce qu'on pourrait gagner avec un 7700X en augmentant le PBO, je pense, sur Cinebench par exemple. Par contre, comme on le voit aussi ici, pousser le PBO en gaming, ça change quasiment rien, puisque la limite du 9700X au niveau du gaming se situe pas au niveau de la consommation. Puisque en gaming, on consomme beaucoup moins de base, donc que ce soit un processeur 65 watts entre guillemets, c'est pas hyper gênant en gaming, ça change quasiment rien. C'était déjà le cas par exemple quand on passait du 7700X au 7700, on perdait quasiment rien. C'est 1, 2, 3% grand maximum la plupart du temps, ici c'est pareil. Donc bon, on pourrait tenter de se dire qu'AMD aurait dû sortir cette nouvelle génération avec, je dirais, les mêmes limites de consommation que la génération précédente, mais on se serait retrouvé, je dirais, plus ou moins avec les mêmes problèmes que les Ryzen 7000X. À savoir qu'ils auraient été poussés trop loin pour pas grand chose de plus. Donc oui, par certains côtés, les 9600X et 9700X ressemblent plus à des 9600 et 9700 non X, et certains auraient peut-être préféré justement que les nouveaux puissent consommer plus en sortie de boîte. Ça aurait eu meilleure gueule sur les applications qui peuvent en bénéficier, mais ça aurait aussi montré que les nouveaux processeurs, il n'y avait pas vraiment de gain du point de vue efficacité énergétique. Donc je pense qu'AMD a préféré jouer la comparaison processeur X à X et montrer qu'ils étaient plus efficaces point de vue énergétique, même si en réalité c'est pas vraiment le cas. Bon alors après j'ai envie de dire, ça serait pas dramatique si les prix étaient cohérents, sauf que c'est pas le cas non plus. On trouve les Ryzen 7600 par exemple ici chez Amazon à moins de 200 balles. Bon alors je sais que c'est un vendeur tiers, mais même dans la plupart des boutiques, les Ryzen 7600 ça tourne souvent juste en dessous des 200 balles la plupart du temps. Et en plus de ça, avec un 7600, on a un ventirad qui inclut un 9600 au moins cher, j'ai vu sur le site d'AMD par exemple c'est 310 balles, faut encore compter les frais de port, j'ai vu sur certaines boutiques allemandes ça tourne aux alentours des 310, par contre c'est vrai qu'en France c'était dispo au moment du lancement quasiment uniquement dans les boutiques du groupe LDLC, et ça tournait plus aux alentours des 340 balles, voire 350 avec les frais de port, ce qui est absolument immonde pour un 9600X, vu les performances. Mais bon, même si on compte le tarif le moins cher pour le 9600X, donc 310 balles, même si on compare au Ryzen 7600, ça fait quand même cher les quelques pourcents de performance en plus, et en plus on perd le ventirad. Bon, je sais que pas tout le monde va les utiliser, mais c'est vrai que sur des processeurs qui consomment pas énormément, comme le 7600 ou le 9600X, ça peut servir, ça peut faire le taf. C'est exactement la même chose pour le 9700X, il a plus de 400 balles il me semble, même par rapport au 7700X ou même au 7700, c'est quand même moins cher, on tourne aux alentours des 300 balles, et même par rapport au 7800X 3D qui tourne aux alentours des 350, les nouveaux processeurs, ils ont absolument aucun sens d'un point de vue performance-prix. Donc bref, oui, c'est décevant, on en attendait plus, et on nous avait annoncé plus, et c'est aussi de la faute d'AMD qu'on soit déçu. On attendait les grosso modo 15% habituels d'une génération de Ryzen à une autre, ici clairement on les a pas, et c'est vrai que quand on voit les applications grand public et les jeux, on se demande où sont passés les 16% d'IPC. Alors après, on sait aussi que l'IPC, ça se traduit pas forcément par une augmentation de performance en jeu. On en a la démonstration ici encore une fois. Alors après ça pose aussi question vis-à-vis des futurs Ryzen 9000 X3D. Est-ce qu'ils seront eux aussi trop proches des Ryzen 7000 X3D? Alors ça reste à voir. AMD avait plus ou moins indiqué que les futurs X3D pourraient monter plus haut en fréquence que sur la génération précédente. Parce que c'est vrai que ce soit les 5000 X3D ou 7000 X3D, avec le 3D V-Cache en plus, il montait moins en fréquence que les processeurs non X3D. Apparemment pour les Ryzen 9000 X3D, ce serait plus le cas. Donc on pourrait avoir un joli gain au niveau des fréquences, ce qui pourrait décupler un petit peu les performances des processeurs X3D. Après en dehors de ça, ce qui semble ressortir aussi au niveau des tests, c'est que Zen 5 semble aussi être pas mal limité au niveau bande passante mémoire, au niveau latence, en partie à cause de l'IO-Die qui est resté le même que pour Zen 4. Donc c'est le même contrôleur mémoire, et Zen 5 semble quand même pas mal bénéficier de RAM plus rapide, parce qu'il y a quelques tests qui sont sortis avec de la RAM en DDR5 6400 mégatransfert. Après il faut pas oublier non plus qu'avec la Ryzen, il faut être synchronisé avec le fabrique pour avoir les meilleures performances. Donc
la DDR5 6400 semble apporter plus de performance qu'en DDR5 6000 CL30, qui selon AMD est toujours le sweet spot. Bon, apparemment ce serait pas le cas ici, mais ça sert à rien par exemple de mettre de la RAM à 7200 ou plus sur un Ryzen 9000, puisque le fabrique n'est plus synchronisé, du coup on perd en performance. Donc, la meilleure RAM, je dirais entre guillemets, de ce que j'ai vu jusqu'ici pour les Ryzen 9000, ça semblerait être de la 6400 avec un cache latency le plus bas possible. Mais bon, du coup, si les Ryzen 9000 sont vraiment limités, je dirais, du côté RAM, la marge de manœuvre est quand même pas énorme. Alors après, le 3DV cache, ça permet justement de pallier à ce problème-là. Donc bon, peut-être que les futurs X3D pourraient être plus sympas pour les Ryzen 9000 que la version classique qui vient de sortir. Mais bon, ça reste à voir. Alors on passe ensuite du côté de chez Intel avec le fameux microcode qui est censé éviter aux processeurs génération 13 et 14 de se détériorer, qui commence donc à arriver avec des mises à jour de BIOS qui sont sorties chez MSI, Asus et ASRock il me semble. Par contre chez Gigabyte c'est pas encore le cas à l'heure où je tourne la vidéo, même si ça devrait plus tarder non plus. Alors important à rappeler, c'est que si votre processeur est déjà défectueux, si ça crache, s'il pose beaucoup de problèmes, même si vous diminuez les fréquences, les voltages et compagnie, le nouveau microcode, ça changera pas la situation. Si le processeur est déjà, je dirais, détérioré, faut le faire remplacer. Le nouveau microcode vous aidera pas. Il sert uniquement, normalement, à éviter que le processeur se dégrade trop rapidement. Ou qu'il se dégrade tout court, on sait pas encore. Mais ça réparera pas un processeur qui est déjà abîmé. Alors, on a Jess2Sense qui a déjà testé le microcode, point de vue performance. Il a eu plusieurs slides, que ce soit en applicatif ou en jeu. Alors, ce qui ressemble au sortir de tout ça, c'est que la pacte au niveau performance c'est plutôt faible, mais pas nul. Sur un 14900K, on perd quelques pourcents de performance en gaming par exemple. Et grosso modo, le microcode semble caper le voltage à 1,55, ce qui reste quand même relativement élevé. Personnellement, je vise toujours mon voltage pour mon 14700K en dessous des 1.5. Bon, après, selon Intel, c'était surtout quand on passait au-dessus des 1.6 que ça pouvait détériorer le processeur très rapidement. Est-ce que 1.55 c'est suffisant? J'en sais rien. Par contre, le problème c'est qu'on ne sait pas encore si ce microcode sera vraiment efficace ou pas sur la durée. Ça, on peut pas encore le savoir. Malgré tout, si vous avez un processeur Gen 13 ou 14, particulièrement les i7 et les i9, n'hésitez pas à flasher les BIOS s'ils sont déjà dispo ou quand ils le seront, selon les marques. Alors après, je pense qu'il y en a certains qui préféreront toujours ajuster eux-mêmes leur processeur à la main avec un Thunderbolt classique plutôt que de passer par ces nouveaux BIOS. Ça, je dirais, c'est vous qui voyez. Donc bref, on verra bien si les problèmes continuent ou pas d'ici quelques temps, et si le feuilleton continue. J'espère que ça réglera le problème pour les futurs processeurs, ou ceux qui ne sont pas détériorés. Malheureusement, il n'y a que le temps qui nous dira si c'est le cas ou pas. D'ailleurs, au niveau de la garantie, qui avait été étendue à 5 ans pour les versions boîte, pour les générations 13-14, la dernière fois on en avait entendu parler, et on avait entendu dire que les versions Tray n'étaient pas concernées par cette extension de garantie. Alors, bonne nouvelle, Intel avait changé d'avis quelques jours après que j'avais fait la vidéo, et ils ont annoncé que maintenant la prise en charge était effective aussi pour les versions Tray en plus des versions boîte, donc garantie 5 ans au lieu des 3 classiques. Par contre, pour les PC prémontés, il faut toujours que vous voyez avec votre assembleur en cas de problème pour une prise en charge, donc ça change pas. Et pendant qu'on est chez Intel, petite rumeur autour d'Arrow Lake, avec un possible Core Ultra 3 qui pourrait pointer le bout de son nez, avec la gamme 65 watts, probablement en début 2025, si on suit la logique des derniers lancements de chez Intel. C'est vrai que ce serait une plutôt bonne nouvelle, puisqu'on n'avait pas entendu parler de Core Ultra 3 pour la gamme Arrow Lake jusqu'ici, et apparemment celui-ci pourrait avoir jusque 8 corps, ce qui pourrait en faire un plutôt bon processeur, puisque déjà à l'heure actuelle, je trouve que pour un usage grand public, gaming et compagnie, les i3 actuels sont déjà plutôt sympatoches, vu le prix sur l'entrée de gamme. Alors par contre, 8 corps, ça veut pas dire 8 gros P-core, le découpage P-core, I-core, on sait pas encore ce que ce sera si ces processeurs-là existent, mais bon, la logique voudrait que ce soit du 4 plus 4, 4 gros corps plus 4 petits corps, et non pas du 8 gros corps ou du 6 plus 2, ça me paraît improbable, parce que il ne me semble pas qu'on puisse couper les petits corps, c'est par grappe de 4, donc la logique voudrait que ce soit du 4 plus 4. Mais bon, ce serait déjà quand même une belle évolution par rapport aux i3 actuels qui n'ont que 4 gros corps. C'est vrai que ce soit pour l'applicatif ou même le gaming, ça reste à voir, mais c'est vrai que pour l'applicatif, ça devrait être plutôt sympa. On repasse du côté de chez AMD avec un nouveau bundle qui est sorti pour les Ryzen 7000 et Radeon 7000 également. Alors, ça donne encore moins envie d'acheter des Ryzen 9000, soit dit en passant, mais bon, pourquoi pas.
Le bundle de jeux, ben, ça concerne pas mal de produits quand même, hein, puisqu'on va du 7950X3D au Ryzen 7700. Par contre, ça concerne pas les 7600X, 7600 et pas le 7500F non plus. Et du point de vue carte graphique, ça va de la 7900 XTX à la 7600 XT. Pas la 7600, c'est un petit peu dommage. Et donc ça donne accès à Warhammer 40K Space Marine 2, qui doit sortir le mois prochain, il me semble, enfin, ça dans pas très très longtemps. C'est un jeu que j'attends perso, donc je suis plutôt curieux de voir ce qu'il va donner. Et donc c'est plutôt cool que ce soit offert avec certains produits. Et il y a également apparemment le jeu... Comment il s'appelle? C'est écrit là. Unknown 9 Awakening. Bon, je connais pas du tout ce jeu là, mais bon. En tout cas, c'est fourni avec les produits, c'est plutôt cool. Et enfin on termine avec la Ryzen 6600 qui pourrait être sur la sortie, tout comme on avait vu la dernière fois que la RTX 3060 chez Nvidia était également sur la fin de commercialisation également, donc dans la logique, que ce soit les 6600 ou 3060, une fois que les stocks seront écoulés, il ne devrait plus en avoir sur le marché. Donc bon, que ce soit chez Nvidia ou bien AMD, on arriverait enfin, je dirais, sur la fin du stock des produits RDNA 2 et RTX 3000 chez Nvidia, pas loin de 2 ans après la sortie de RDNA 3, ce qui est quand même une situation assez exceptionnelle. Apparemment, pour la Chine qui serait impactée en premier, AMD pourrait baisser le tarif des 6750 GRE qui sont pas sortis chez nous. En parallèle de ça, on entend aussi parler de l'arrivée possible de Radeon RX 7400 et 7300 qui seraient basés sur Navi 33. Navi 33 qui équipe les 7600 et 7600 XT jusqu'ici. Donc des versions avec des corps désactivés, très probablement. Donc bon, ça permettrait peut-être de venir remplacer la 6600 qui serait donc sur le départ, et probablement aussi les 6500 XT, qui n'avaient pas grand chose pour elles, donc ça viendrait les remplacer avantageusement. Mais bon, on verra bien ce qui se passe, mais ce serait pas hyper surprenant de voir, je dirais, des versions non complètes au niveau de la puce de Navi 33. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à faire les machins de YouTube, les cloches, les abos, les trucs, c'est chiant mais ça aide vraiment, donc merci si vous le faites. Et comme d'habitude, un gros big up à tous les membres de la page Ko-fi et les membres soutien YouTube. Votre soutien justement m'aide vraiment énormément. Et donc on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!